Début avril 2024, nous entreprenons un périple de 15 jours au Portugal. En fait, nous le prolongerons de quelques jours. Parti d'Angers, la première étape nous amènera jusqu'à la frontière espagnole, à Urugne. Il a plu pendant tout le voyage, mais le temps s'éclaircit miraculeusement à notre arrivée au camping de la Rouleta. Du coup, on en profite pour aller faire un petit pèlerinage au fort de Socoa et à Saint-Jean-de-Luz. La seconde étape nous fera découvrir Burgos et Valladolid, et nous passerons la nuit à Tordesillas. Le temps reste très incertain, et la route grimpe assez rapidement jusqu'aux environs de 1000 mètres d'altitude. Il pleut pas mal, et la neige n'est pas loin. Là encore, par chance, le temps s'éclaircit un peu à notre arrivée à Burgos, vers le milieu de l'après-midi. La visite de la cathédrale est incontournable. L'édifice est imposant, la richesse des décorations de la nef centrale et des multiples chapelles est impressionnante. Après la visite de Burgos, on reprend la route sous la pluie jusqu'à Valladolid, qu'on visite assez rapidement. Puis, on rejoint le camping El Astral à Tordesillas, dont nous avons pu apprécier le restaurant ouvert tardivement. Merci l'heure espagnole. Troisième jour, une longue étape nous attend. Nous nous levons aux aurores, car la réception du camping de ce soir ferme à 19h. Rapide visite de Tordesillas, petite ville charmante, mais tout est fermé à cette heure matinale. On se promène toujours autour des 1000 mètres d'altitude, et on arrive à la frontière portugaise. Ne pas oublier de prendre un abonnement au système de télépéage portugais, au Welcome Point de l'autoroute. On fait un petit détour par Braga, et on commence par la visite du sanctuaire baroque Bom Jesus de Monte. Ensuite, on rejoint la ville, et on visite la cathédrale de Braga, avec ses deux magnifiques orgues jumelles. Ça nous vaudra quand même une contravention de 8 € parce qu'on n'avait pas vu que le stationnement était payant. Et on arrive au camping d'Istas Garden, dans la banlieue sud de Porto. Petit camping de 10 places, pas donné, réservation obligatoire, mais un must, avec son accueil personnalisé, son espace salon-cuisine et sa piscine couverte et chauffée. En plus, le propriétaire se charge gentiment des formalités pour payer notre contravention, car sinon, c'est compliqué. Le lendemain, on prend le bus pour se rendre à Porto. On descend avant le pont sur le Douro, dans le quartier des Vins, d'où on a une vue générale sur la ville en face. Sur le Douro, les embarcations des sportifs côtoient celles qui portent le fruit des vignes situées en amont. Enfin, on se décide à passer le pont et à gravir la colline pour atteindre la ville haute. On visite la cathédrale C de Porto. Ce sera notre premier contact avec les Azuleros.
On traverse la place pour aller visiter le palais de l'évêque. On déjeunera d'ailleurs à la cafétéria. On continue notre visite en passant devant le Théâtre National, l'église de Sant'Ildefonse, et nous ne manquons pas de visiter la gare de Sao Bento, entièrement décorée d'azuleros du XIXe siècle. Pas mal. Nous saluons l'hôtel de ville, pause sandwich, puis nous nous dirigeons vers le marché couvert, où nous nous offrons un petit dessert au passage. Nous découvrons la spécialité locale, les pastels de nata. Puis nous nous dirigeons vers la Torre dos Clérigos. Nous terminons notre visite de la ville par l'église de San Francisco. Photo interdite. Mais la déco est tellement chargée qu'on en fait une overdose. On se rattrape sur le musée attenant. Et retour au camping. Le lendemain, le temps a l'air correct et on en profite pour planifier la visite de la vallée du Douro en commençant par la ville d'Amarante. Bien sûr, il aurait été plus rentable de le faire pendant la descente vers Porto, mais la météo n'était alors pas favorable. Puis on file vers la haute vallée du Douro et on fait halte pour déjeuner au belvédère de Ia d'Otua. En cette saison, les vignes manquent un peu de feuilles. Dommage. Mais on a les petites fleurs pour se consoler. Comme il a bien plu ces derniers jours, les vannes du barrage sont grandes ouvertes. Puis, on continue vers les belvédères de Parambos et de San Salvador do Monte. Ensuite, on redescend vers la vallée du Bas-Douro. On s'arrête à Pinao, dont la gare vaut le détour. Pour cette dernière journée à Porto, on décide de visiter les plages du quartier de Madalena, à proximité du camping. Le temps est moyen, c'est plutôt ambiance Finistère Nord. Quelques originaux tentent bien un bain, mais battent vite en retraite, car l'eau doit être plutôt froide. On déjeune au camping et l'après-midi, on retourne à Porto, en voiture cette fois. Car l'avant-veille, on n'avait pas pu visiter la librairie Lio, vu qu'il fallait d'abord réserver en ligne. Devant la librairie, la file d'attente ne désemplit pas. À l'intérieur, on apprécie le plafond art déco et l'escalier monumental. Après, si on achète un livre, on vous rembourse le prix du billet. Pour la soirée, on retourne sur la plage de Magdalena, avant de dîner de quelques tapas dans un restaurant de la côte. Le lendemain, on entreprend notre descente vers Lisbonne, en 2 étapes. Nous faisons nos adieux à la plage, avant de nous rendre à Aveiro, connue comme la Venise du Portugal. Et c'est vrai que la ville est super sympa. On jette un coup d'œil au musée des Arts déco.
On se balade dans les rues de la ville. Et on se laisse tenter par un petit bar grillé dans un restaurant sympa. La route nous mène ensuite à Coimbra, ville universitaire très importante. Comme on a fait la bêtise de se garer en bas, faut monter. L'enceinte historique abrite entre autres un palais, une chapelle et la bibliothèque baroque Johannina, construite en 1700, magnifique, qu'on pourra visiter mais malheureusement pas photographier. On passe ensuite à Tomar, mais sans pouvoir pénétrer dans la citadelle car il est trop tard. Pour le monastère de Batala, c'est pareil. On ne le verra que de l'extérieur. C'est fermé. On est arrivé de nuit au camping Orbitour de San Pedro de Moel. Du coup, fidèle à ma spécialité, je me suis payé un pain penché en reculant, et j'ai cabossé le haut du haillon. À quelques centimètres près, on aurait même pu exploser la lunette arrière. L'ambiance de ce grand camping presque vide est un peu glauque à cause des caravanes plantées là en permanence. Sur ce, le matin, on fait un détour par le phare de la pointe de Saudade, tout proche, et on comprend pourquoi on entendait autant le bruit des vagues cette nuit. Et on reprend la route. Objectif, Nazaré. Depuis le centre historique, la vue plonge sur la célèbre plage. Quant à la célèbre vague, pas plus qu'ailleurs. Comme la veille on a raté Batala, on se rattrape en visitant le monastère d'Alcobaça. On passe à Obidos, sans visiter la ville fortifiée car il y a trop de monde. On se rend à Péniché. Mauvais choix, car la ville ne présente pas beaucoup d'intérêt, sauf pour les surfeurs, vu que la météo ne permet manifestement pas de se rendre sur l'archipel des Berlangas. Du coup, on revient vers la lagune d'Obidos et la plage de Bon Sucesso, petit village balnéaire. On arrive le soir à notre hôtel à Sintra. Le portail est un peu étroit et je m'y prends mal, du coup je frotte un peu l'aile droite. Décidément, on dînera dans le van ce soir car l'hôtel ne fait pas restaurant. On restera 4 nuits dans cet hôtel afin de visiter Sintra et Lisbonne. Dommage que la piscine ne soit pas chauffée. Pour l'instant, aujourd'hui, on reste à Sintra. Et on commence par visiter le musée du Palais National au centre-ville.
Ensuite, on déambule dans les rues de la ville. Au Portugal, la sardine est une institution. On déjeune d'une salade dans le premier restaurant venu, et après on regrette quand on en voit d'autres bien plus sympas. On a réservé une visite du Palais de la Peña à 15h30. Le Palais de la Peña, c'est une explosion d'architecture romantique. On se croirait un peu à Disneyland. En tout cas, ça manque pas de visiteurs. Après la fin de la visite, nous redescendons en parcourant les jardins en direction de la vallée des lacs. Fraîcheur, végétation luxuriante, paysage romantique, un vrai plaisir. Nous repassons à l'hôtel avant de nous diriger vers le restaurant de San Pedro, à quelques pas de là, pour un dîner qui nous fait goûter quelques spécialités régionales. Le lendemain, nous allons explorer la côte entre Sintra et Lisbonne et visiter le quartier de Belém. On commence par le Cabo da Roca et son phare. Puis, on découvre Cascais, station balnéaire assez huppée, à quelques kilomètres de Lisbonne. L'eau n'est pas très chaude, mais certains profitent quand même des joies de la plage. Accessoirement, il reste quand même une petite activité de pêche professionnelle. Nous nous arrêtons pour déjeuner un peu plus loin, au-dessus de la plage de São João de Estoril. Puis, nous arrivons à Belém, nous nous garons devant le musée de la Marine, avant de nous diriger vers le monastère des Hiéronymites. Nous ne sommes pas tout seuls, et nous devrons patienter un peu avant d'entrer dans ce haut lieu du patrimoine portugais, construit à la mémoire de Vasco de Gama dont il abrite le tombeau. L'église attenante au monastère se visite aussi, mais présente moins d'intérêt. Nous traversons le jardin de la place de l'Empire, pour rejoindre le monument des explorateurs. Puis, nous longeons le bord de mer jusqu'à la tour de Belém, que nous ne visiterons pas, car tous les créneaux sont réservés pour aujourd'hui. Sur le chemin du retour, nous descendons sur la plage de Estoril, plage la plus populaire du coin. Troisième et dernier jour dans la région, nous allons visiter Lisbonne, en train. Arrivé à la gare de Rocio, et on débouche sur la place Dom Pedro et l'ascenseur de Santa Lucia. Petit arrêt chez un fabricant de pastel de nata, pour se restaurer un peu, et on se dirige vers la place du commerce. Mais pour rejoindre la ville haute, nous utiliserons non pas un tuk-tuk, mais le célèbre tram 28.
Nous en descendrons au belvédère de la Señora do Monte, d'où on surplombe toute la ville. De là, nous redescendrons à l'église de Gracia, puis au château Saint-Georges. Dans le parc du château, les pans sont omniprésents. On se trouve un petit coin tranquille pour manger nos sandwichs, avant de redescendre vers la cathédrale Santa Maria C. de Lisboa. Honnêtement, la visite nous laisse un peu froid. On doit commencer à être blasé des cathédrales. On se dirige vers la station de métro du terminal de croisière, pour atteindre le musée Calouste Gulbenkian. Beaucoup de pièces très intéressantes dans de multiples domaines. Et on reprend le train pour Sintra, après une demi-heure d'attente qui nous laisse le loisir d'admirer les azuleros de la gare. Douzième jour, on dit adieu à notre hôtel et à Sintra pour descendre plus au sud vers l'Algavre. On déjeune dans le van sur le port de Setúbal. Plus authentique que touristique, je suis sûr qu'on aurait pu y trouver un super restaurant de poissons si on n'était pas un peu pressé. On traverse la réserve naturelle de l'estuaire du Sado. Sur la route, on croise beaucoup de saisonniers qui marchent d'exploitation en exploitation à la recherche d'un travail dans les nombreuses serres de la région. On arrive à Cabo Sardao, petite halte qui permet de se dégourdir les jambes en haut des falaises. On trouve beaucoup de cigognes dans la région. Mais là, on est tombé sur des spécimens qui aiment visiblement les nichoirs sauvages au-dessus des flots. On commence à prendre du retard sur notre programme initial. Et on se trouve un camping improvisé à Zambujeira. Le camping est super, juste un peu blindé car on est vendredi soir. Le lendemain, on visite le village de Zambujeira. On y croise quelques motards. Un peu plus au sud, on se risque dans les rues étroites d'Algesur et on monte à pied jusqu'à son fort du XIIe siècle. On reprend la route à travers un paysage dévasté par les incendies de l'année dernière jusqu'à Carapatera, qu'on découvre un peu par hasard. Ce paysage de dunes et de lagunes, paradis des surfeurs, nous enchante tellement qu'on va encore prendre du retard. On enchaîne avec le cap Saint-Vincent, point le plus occidental de l'Algarve. Puis, on rejoint Ségres et son fort, à quelques kilomètres de là. On fera une très longue promenade sur la lande. Quel est cet édifice un peu bizarre en forme de labyrinthe dont émane le souffle d'un groupe d'animaux? En fait, il communique avec les grottes sous-marines qu'on trouve à la base de la falaise. Comme on a encore pris du retard, on se trouve un nouveau camping improvisé à Salema. Camping nature.
Mais là, on est samedi soir et il ne reste plus que les places les plus exiguës. En plus, on rencontre nos premiers moustiques. Le lendemain, on commence notre exploration de la côte sud de l'Algrave, par la pointe de la Piedade. C'est tout simplement superbe, et on y passe presque toute la matinée. Des belvédères ont été aménagés pour permettre l'accès aux handicapés. Plutôt sympa. Ensuite, nous allons visiter la ville de Lagos. Il y a pas mal de monde, mais en nous installant relativement tôt, nous arrivons à trouver une place à l'ombre sur la terrasse d'un resto sympa. En début d'après-midi, nous rejoignons Portimao. C'est une grande station balnéaire au front de mer très bétonné, même si la plage reste belle et le centre historique pittoresque. Nous arrivons enfin au camping de Lagoao, près de Faro. Le camping est simple, mais l'ambiance est sympa. Et en plus, la propriétaire est une Française installée au Portugal. Nous y resterons 2 nuits. 15e jour. Bon, la veille, on a un peu raté la plage de Falesia. Du coup, on y retourne aujourd'hui. Ça rappelle un peu Roussillon, mais avec la mer en plus. Il paraît que l'eau est bonne. Dommage qu'on ait oublié les maillots dans la voiture. Déjeuner dans le van à l'ombre des pins. L'après-midi, on visite Faro. Sa cathédrale et son orgue vermeil nous réconcilient avec l'architecture religieuse dont on s'était un peu lassé. De la terrasse, on surplombe la lagune que nous visiterons en bateau ce soir, enfin du moins on l'espère, parce que notre réservation a été décalée 2 fois avant d'être annulée et remplacée par une sortie avec un autre prestataire. C'est finalement Manuel, prononcé Manel, pêcheur de son état qui nous amènera sur son bateau depuis Olao à travers les eaux calmes de la lagune jusqu'à son île de Culatra. Pêche interdite dans la réserve d'Hippocampe. Nous accostons à Culatra. Seuls les autochtones peuvent posséder une propriété sur cette île, ce qui la préserve des excès du tourisme. Les petites maisons de pêcheurs sont toutes pimpantes et bien entretenues. On fera nos courses pour le repas du soir à l'épicerie locale. Et puis, retour à Olao. Puis dernière nuit au camping de Logao. 16e jour, il est maintenant temps d'amorcer notre retour à Paris. Au passage, on visite Tavira, avant de quitter l'Algarve. Puis on file d'une traite vers Évora, qu'on visite relativement rapidement.
Pour la nuit, on s'installe au camping Orbitour, l'un des meilleurs de l'enseigne. Le lendemain, on reprend la route pour Salamanque, non sans faire un détour par Mérida et ses vestiges romains. La route traverse des champs d'oliviers à perte de vue, avant de prendre de l'altitude pour approcher les 1000 mètres en arrivant à Salamanque. Nous visitons le musée d'Art Nouveau, très intéressant, mais les photos sont interdites, sauf dans la cafétéria. Puis, malgré l'heure tardive, nous visitons à l'arrache les deux cathédrales de Salamanque, la nouvelle et l'ancienne, qui sont juste sublimes. Après, il nous reste juste le temps de jeter un coup d'œil à la maison des coquillages, avant de nous installer au camping Don Quichotte pour la nuit. Le lendemain matin, il fait pas chaud, 5 degrés. Avant de reprendre la route vers le nord, nous complétons notre visite par le marché couvert, la Plaza Mayor et l'extérieur du Palazzo de Monterey. Nous gardons de Salamanque le souvenir d'une ville très agréable et très intéressante. Dommage qu'on n'ait pas pu y rester un peu plus longtemps. Nous reprenons notre route à travers les montagnes pour arriver à Urugne ce soir. Comme on a une longue étape demain, on se contente d'une promenade dans le camping de la Rouletta, qui constitue déjà un domaine assez vaste. Le lendemain, retour vers Paris plein pot. Après 19 jours de vadrouille au lieu de 15 prévus, fin de l'histoire.